Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on va analyser les différentes perspectives d'une histoire très connue, la fameuse fable de l'orange. Ah oui, le grand classique qu'on raconte aux enfants pour le partage, c'est ça. Exactement. Trois sœurs qui se hurlent dessus au pied d'un arbre, se disputant la toute dernière orange du verger familial. Et bon, la première année, un voisin intervient, sort un couteau et coupe le fruit en trois parts égales. Et résultat des courses, tout le monde rentre frustré. Voilà. Un an plus tard, rebelote. Même arbre, même orange, même cri. Mais cette fois, le voisin pose une simple question. Il demande Pourquoi voulez-vous cette orange ? La question magique en fait. Et là, révélation totale. L'une veut presser le jus, l'autre veut râper la pelure pour un zeste, et la dernière veut juste planter les pépins. Chacune repart avec 100% de ce qu'elle désirait. Fin d'histoire, la communication a triomphé. C'est la belle utopie de la négociation parfaite. C'est ça. Mais, et si je vous disais que la morale de cette histoire, si parfaite en apparence, pose de vraies questions philosophiques sur la résolution des conflits? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant strictement sur les faits du texte, les deux rencontres, l'intervention du voisin et la nature des besoins des sœurs. Le cadre est posé. Moi, je vais défendre l'idée que ce texte illustre brillamment comment l'empathie et la recherche des motivations profondes permettent enfin de passer d'un jeu à somme nulle à un bénéfice mutuel total. Eh bien, de mon côté, je vais soutenir que cette conclusion est une illusion utopique reposant sur une anomalie anatomique du fruit et que la véritable leçon de justice, paradoxalement, réside dans le partage initial en 3/3. Bon, alors pour bien comprendre pourquoi la deuxième année est une révolution, il faut d'abord regarder ce qui cloche vraiment la première année. Allez-y, je vous écoute. Quand les sœurs réclament l'orange, elles sont bloquées dans ce qu'on appelle en négociation le biais de positionnement. En gros, elles confondent leurs besoins réels avec l'objet physique qui pourrait satisfaire ce besoin. Elles font une fixation sur l'objet, quoi. Exactement. Le cerveau humain fonctionne souvent comme ça, sous le coup de l'émotion. Je veux la voiture, je veux la maison, je veux l'orange. Le problème de l'approche du voisin la première année, c'est qu'il accepte ce biais comme point de départ. Il coupe le fruit en trois. Ce qui est la réaction la plus logique dans l'urgence. Logique peut-être, mais inefficace au fond. C'est comme un médecin qui donnerait un Doliprane à un patient qui hurle de douleur. Oui, ça calme les cris sur le moment, mais ça soignait pas la fracture en dessous. Le coup de génie de la deuxième année, c'est ce glissement vers le fameux « pourquoi ». En demandant aux sœurs quelles sont leurs motivations profondes, le voisin les force à sortir de leur posture défensive. Et là, on découvre que l'orange n'était qu'un véhicule pour des intérêts totalement différents. Se désaltérer, cuisiner, cultiver. Alors l'analogie du médecin est parlante, je l'admets volontiers. C'est très satisfaisant, sur le plan intellectuel, de voir les pièces du puzzle s'emboîter de cette façon. Merci. Mais c'est là que le bas de blesse, pour moi. Vous décrivez l'intervention de la première année comme un simple Doliprane, comme une approche superficielle et ratée. Je pense que vous occultez un pilier fondamental de nos sociétés, la justice procédurale. Attendez, je vous arrête. Quand vous dites justice procédurale, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, vous voulez dire que le processus en lui-même compte plus que la satisfaction finale. Le fait de trancher équitablement prime sur le reste. C'est exactement ça. La justice procédurale, c'est l'idée que si la règle appliquée est perçue comme juste, impartiale et transparente, les parties accepteront le résultat, même s'il leur est défavorable. Même si ça crée de la frustration. Absolument. Regardez l'effet de la première année. Le voisin, face à 3 personnes au bord de l'hystérie, propose une division mathématique stricte. Le texte dit bien qu'elle l'accepte à contre-cœur, oui, mais surtout, elles reconnaissent que c'est la seule solution équitable. Oui, mais elles sont quand même mécontentes. Elle salue la grande sagesse du voisin. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, dans 99% des conflits humains, les ressources sont rares et les désirs sont en concurrence frontale. Ce n'est pas un échec, c'est un miracle de pragmatisme. Un miracle ? Oui, ce que le texte nous vend la deuxième année, ce n'est pas une victoire de la psychologie, c'est un énorme coup de chance de la nature. Les besoins des sœurs se trouvent être parfaitement compatibles par pur accident. Un accident, hein ? Vous réduisez l'empathie et la communication à un simple coup de chance. Je suis désolée, mais c'est un peu réducteur. Mais bien sûr que c'est de la chance. Imaginez une seconde que l'orange soit une pomme. Ou pire, imaginez que la deuxième année, 2 des sœurs veuillent boire du jus. Tout votre bel édifice de l'exploration des intérêts s'effondre lamentablement. L'effet serait différent, mais la méthode resterait valable. L'empathie ne crée pas de l'eau.
S'il n'y a qu'un demi-verre de jus dans cette orange, vous pouvez communiquer autant que vous voulez, pleurer avec l'autre, comprendre sa soif profonde. À la fin de la journée, il va bien falloir sortir le couteau pour diviser le liquide. Idéaliser la deuxième solution, c'est nier la réalité tragique de la rareté des ressources. Je vous suis pas du tout sur ce point. Et je suis sûre que nos auditeurs se disent en ce moment mais comment on peut défendre une solution où tout le monde repart mécontent? Vous parlez de miracle, de pragmatisme, mais le texte est clinique. Elle rentre chez elle insatisfaite. C'est le principe d'un compromis. Mais comment l'insatisfaction générale peut-elle être le marqueur d'un système qui fonctionne? L'insatisfaction, c'est le voyant rouge sur le tableau de bord qui vous dit que le vrai problème n'est pas réglé. Pas en matière de justice, non. D'ailleurs, la preuve incontestable que ça n'a pas marché, c'est qu'un an plus tard, elles en sont exactement au même point, à se hurler dessus sous le même arbre. Si la division mathématique était si formidable, elle aurait pacifié la relation sur le long terme. Là, elle n'a fait que mettre un couvercle sur une marmite bouillante. Comment l'insatisfaction peut être une preuve de succès? C'est très simple, et c'est même le cœur du fonctionnement d'un tribunal. Une insatisfaction partagée de manière égale est souvent la preuve irréfutable de l'impartialité d'une décision. Je vois. Donc, si tout le monde souffre un peu, c'est que c'est juste. Si l'une des sœurs était rentrée ravie et les deux autres frustrées, là nous aurions eu une vraie injustice. Le fait que chacune ait un peu mal valide la neutralité de l'arbitre. Et vous dites que c'est un échec parce qu'elle recommence un an plus tard. Mais vous oubliez l'urgence de l'instant. L'urgence. Le texte précise bien que lors de la deuxième dispute, elles étaient sur le point de se déchirer entre sœurs. Si cette menace de violence physique planait déjà la première année, alors le couteau du voisin eut un effet vital. Il a stoppé la violence. Bon, Il a restauré l'ordre public. C'est facile, avec notre regard de spectateur qui connaît la fin de l'histoire, de dire Ah, quel dommage, il s'arrêtait à des maths ». Mais sur le moment, avec le chaos ambiant, ce tir d'orange a sauvé la paix sociale. d'accord, il a éteint l'incendie dans l'urgence, je vous l'accorde. Mais c'est une paix sociale de très très basse intensité. C'est vraiment le niveau zéro de la coopération. Parce que si on avance jusqu'à la conclusion du texte, on s'aperçoit que la véritable révolution n'est pas matérielle. Elle est quoi alors? Elle est cognitive. Regardons la scène finale de la deuxième année. Ce n'est plus le voisin qui gère la distribution matérielle. Les sœurs vont chez la première, elle presse son jus, et c'est le texte qu'il dit. Puis elle remit elle-même la pelure à la deuxième sœur et les pépins à la troisième. C'est un détail pratique. Pas du tout. C'est un acte de transfert volontaire. Elles sont passées d'une logique de compétition aveugle à une vraie mécanique de coopération. Le texte se termine en soulignant qu'ensuite, elles privilégièrent le dialogue et l'empathie. Elles ne se disputèrent plus jamais. Vous voyez bien que ce qui a été produit ici, c'est pas juste un zeste ou du jus. C'est-à-dire que la première sœur donne la pelure à la seconde, oui, c'est un beau geste en apparence. Mais qu'est-ce que ça lui coûte fondamentalement? Strictement rien. À partir du moment où elle a extrait son jus, la pelure, pour elle, c'est un déchet, c'est de la poubelle. C'est un peu cynique de voir ça comme ça, non? C'est réaliste. Donner un détritus dont on n'a plus l'usage à quelqu'un qui en a besoin, ça ne demande pas un niveau d'empathie spirituelle ou un changement de paradigme cognitif transcendantal. Ça demande juste de ne pas être un monstre absolu. Je vois. Le texte habille de grands mots moraux, l'empathie, le dialogue, ce qui n'est en fait qu'une simple coïncidence matérielle. Je vous repose ma question de tout à l'heure. Si les besoins étaient vraiment en conflit direct, si deux d'entre elles voulaient du jus, est-ce que ce dialogue aurait magiquement multiplié les gouttes d'eau? Évidemment que non. On ne défie pas les lois de la physique. Voilà. Le dialogue de la deuxième année n'a pas résolu un conflit insoluble. Il a simplement révélé qu'il y avait, par chance, aucun conflit dès le départ. C'est très habile de pointer la gratuité du don de la pelure, je vous le concède. C'est vrai. Mais je trouve que votre lecture réduit la négociation humaine à une équation mathématique terriblement rigide. Vous demandez et si deux sœurs avaient voulu du jus? Eh bien, même dans ce scénario du pire, l'approche de la deuxième année, poser la question pourquoi, reste infiniment supérieure au coup près. Ah vraiment? Et comment? S'il n'y a qu'un demi-verre de jus pour deux, le pourquoi ne remplit pas le verre de l'autre? Parce qu'en cherchant les intérêts profonds, vous révélez presque toujours des variables cachées. C'est le principe même de l'expansion du gâteau en négociation. Ah oui, lesquels? Si le voisin leur demande pourquoi elles veulent le jus, il découvrira peut-être que la première sœur veut le boire tout de suite parce qu'elle rentre de courir et qu'elle est déshydratée. Mais la deuxième sœur, elle, veut peut-être le jus pour préparer une marinade pour le dîner du lendemain. La variable du temps. Exactement. Et soudain, bam, une nouvelle variable apparaît, le temps.
La première peut boire la moitié du jus maintenant pour étancher sa soif, et la deuxième peut garder l'autre moitié pour sa recette, ou elles peuvent convenir d'aller cueillir d'autres fruits le lendemain matin pour compléter. Sans la question pourquoi, vous restez bloqué sur un objet inerte. Avec le pourquoi, vous débloquez l'espace, le temps, les alternatives. C'est pour ça que la question du voisin est un chef-d'œuvre socratique. L'introduction de la variable du temps, c'est brillant. J'admets que c'est une vraie porte de sortie dans beaucoup de négociations complexes. N'est-ce pas? Mais parlons-en justement du temps et de la chronologie de cette histoire. Vous portez ce voisin au nu. Vous en faites un thérapeute socratique de génie lors de la 2e année. Mais posez-vous une question toute simple. S'il était si clairvoyant, si sage, pourquoi diable a-t-il attendu 1 an entier et laissé une nouvelle dispute éclater pour poser cette question basique du « pourquoi » ? Eh bien, on pourrait dire que c'est précisément parce que l'être humain a besoin d'éprouver la douleur de l'échec pour être prêt à changer d'approche. Exactement. Et c'est là que vos arguments finissent par valider ma propre thèse. Vous venez de mettre le doigt sur la clé de voûte de cette histoire. Ah bon? Ce que le texte nous montre presque malgré lui, c'est que cette utopie de la communication ne peut émerger qu'après l'échec d'un compromis mathématique rigide. L'un ne va pas sans l'autre. Imaginez un peu l'état psychologique des sœurs la première année. Elles sont hystériques, en plein tunnel cognitif. Si le voisin s'était pointé avec sa voix douce pour demander « Dites-moi, mesdames, pourquoi avez-vous tant besoin de ce fruit ?» Savez-vous ce qu'elles auraient répondu ? Qu'il se mêle de ses affaires? Voilà, parce que c'est à moi, mêle-toi de tes affaires. Quand le niveau d'émotion est au maximum, la raison n'a plus d'espace. Donc c'est pour ça que j'utilisais l'analogie du médecin tout à l'heure. Vous voulez dire que le couteau était l'électrochoc nécessaire pour faire redescendre la fièvre? C'est un peu ça. Pour utiliser une autre analogie, imaginez un algorithme informatique qui cherche une solution et qui se retrouve coincé dans ce qu'on appelle un minimum local, une sorte de cul-de-sac. Oui, il tourne en boucle. Exactement, il tourne en boucle sur la même mauvaise solution. Pour qu'il en sorte, il faut introduire un choc, une perturbation externe massive dans le système. Le couteau, la division 3, c'est ce choc. C'est une douche froide. Intéressant. Il a fallu qu'elle rentre chez elle, qu'elle fasse l'expérience physique, viscérale, de l'amertume de ce tir d'orange. La première s'est rendue compte qu'un tir d'orange, ça fait qu'une gorgée de jus ridicule. La deuxième a vu que sa petite lamelle de pelure ne parfumait rien du tout. Et la troisième s'est retrouvée avec 2 pépins misérables. Donc la douleur était formatrice. C'est cette douleur, maturée pendant 1 an, qui a rendu l'espace mental disponible pour la négociation de la 2e année. Le compromis brutal n'est pas l'ennemi de l'empathie, il en est le prérequis psychologique absolu. Je comprends votre logique. Vous faites du temps et surtout de l'insatisfaction les véritables catalyseurs de la sagesse. C'est une vision assez sombre de la nature humaine, mais je dois avouer qu'elle tient la route mécaniquement. Il faut avoir goûté à la médiocrité d'une solution imposée pour avoir l'humilité de chercher une solution partagée. Mais même si j'accepte cette prémisse, même si je vous accorde que l'échec de la première année était une étape transitoire indispensable, je maintiens que l'état final reste infiniment supérieur après. Le saut qualitatif est là, Je ne dis pas le contraire. d'emploi. L'histoire de cet oranger nous démontre que la notion même de pénurie est très souvent une illusion, fabriquée par notre manque d'imagination ou de communication. Parfois, oui. La rareté n'existait que dans leur tête, parce qu'elles appelaient orange, ce qui était en fait 3 ressources distinctes. En explorant les intérêts véritables, on arrive presque toujours à élargir le champ des possibles, à transformer ce qu'on perçoit comme un mur en une multitude de portes. Qu'élargir le champ des possibles soit souhaitable, bien sûr, c'est un idéal vers lequel on doit tous tendre. Mais en faire la norme absolue, ériger cette exception biologique en règle universelle, c'est dangereux. Dangereux, vraiment? La synergie totale des besoins, cette satisfaction à 100% où chacun repart les bras chargés sans léser son voisin, ça reste l'exception de l'histoire humaine. Il ne faut jamais oublier que l'équité mathématique stricte, cette division aveugle de la première année qui vous semble si imparfaite, ça demeure le socle incontournable de notre coexistence. C'est le garde-fou. Parce que le jour où 2 personnes veulent irrémédiablement l'unique goutte de jus disponible, le dialogue ne suffira pas. Dans ces moments-là, c'est l'impartialité froide, le couperet procédural de l'égalité qui nous empêche de nous entretuer. Une justice imparfaite qui génère de la frustration partagée vaudra toujours mieux que le chaos engendré par un besoin absolu qu'on refuse de limiter. La justice froide comme garde-fou contre la barbarie, face à la promesse lumineuse d'une résolution par l'exploration profonde de nos besoins. Au fond, derrière la simplicité enfantine de cette légende de l'oranger, c'est un vrai vertige philosophique qui s'ouvre à nous. On voit bien que les 2 mécanismes ne s'excluent pas forcément.
Absolument. Ils répondent à des strates différentes de la psychologie humaine en situation de crise. C'est fascinant de voir comment un simple conte sur le partage d'un fruit agit comme une radiographie complète de nos instincts territoriaux et de nos capacités de dépassement. Ça nous force à observer avec beaucoup plus de recul la façon dont on gère nos propres conflits. Et c'est exactement la réflexion qu'on va laisser à nos auditeurs aujourd'hui. J'espère qu'ils y penseront lors de leur prochaine dispute. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une impasse, face à un conflit qui semble insoluble, pensez à vos propres oranges. Observez la situation. Est-ce que c'est un moment critique qui réclame la rigueur immédiate et impartiale d'un juge pour diviser le problème et ramener le calme? Ou bien, derrière les postures agressives, se cache-t-il une opportunité d'aller poser la question du pourquoi? C'est ça. Séparer le jus, le zeste et les pépins pour découvrir une abondance que personne n'avait soupçonnée. Il y a fort à parier que la réponse est déjà là, sous vos yeux, attendant juste que vous posiez la bonne question. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.